Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une vidéo de rentrée avec un film exceptionnel. 3000 ans à t'attendre, un film sorti en 2022 de George Miller, produit par George Miller, écrit par George Miller, avec George Miller. Non, plus sérieusement, c'est l'adaptation d'une histoire, The Gene in the Nightingale's Eye, de A.S. Byatt, qui a été publié en 1994. Il a écrit le scénario avec sa fille, Augusta Gore. C'est un film avec Idris Elba et Tilda Swinton. C'est un film qui a coûté environ 60 millions, un film de budget d'entre-deux, qui a d'ailleurs tendance à disparaître ces derniers temps. Soit nous avons des petits films, soit nous avons des films qui coûtent très très cher. C'est un film qui dure 1h48, et qu'est-ce qui se passe pendant 1h48 ? Eh bien c'est Alitea Bini qui est une narratologiste un peu sceptique. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté. Mais Alitea, eh bien, elle est bien trop érudite pour ignorer que les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause, le génie, en lui racontant son passé extraordinaire. C'est un retour un peu flou, un peu nébuleux que je vous ferai parce que quand on sort de la salle, on est un petit peu déboussolé. Bon, déjà, il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle, mais ça ne voulait pas dire que le film était mauvais. Ah, non, je vous invite bien sûr à vous rapprocher de ce film dans ces temps troublés où on ne veut pas se laisser raconter une fable aujourd'hui. Eh bien, ce film est plutôt précieux. Je vais bien sûr vous en parler de long en large, donc je vous invite à l'avoir vu bien sûr avant. Je vais aussi m'aider de quelques interviews que Miller a fait, il y en a pas mal en vidéo qui traînent par-ci par-là, mais il y a aussi une interview particulièrement remarquable sur le site deadline.com qui a été publiée le 17 mai 2022. Une assez longue interview où il revient sur beaucoup de choses, et pas seulement sur le film même, 3000 ans à t'attendre, mais sur d'autres aspects, notamment dans l'aspect de création de scénario et l'aspect de qu'est-ce qu'on fait dans l'art. J'ai entendu, avant de peut-être commencer, des critiques ou des gens qui disent que c'est une œuvre de maîtrise et une œuvre de maturité. Ce serait quand même un petit peu dommageable pour le bonhomme de dire qu'avec ce film, il signe une œuvre de maîtrise et une œuvre de maturité. Moi, je pense qu'il a dépassé ce stade bien avant, bien longtemps avant, depuis, je dirais, Lorenzo's Oil. Donc Lorenzo en 1992, au moment où il a clairement changé de registre avec ce qu'il avait fait en long métrage avant, parce qu'il avait fait aussi, il avait participé au recueil de la 4e dimension, mais en changeant vraiment de registre sur du drame, on pourrait-on dire du drame scientifique avec Lorenzo, même s'il y a quelques aspects plus esthétiques de cinéma fantastique. Avec Lorenzo, il signe vraiment une maîtrise des sentiments plus forts que ce que nous avions pu sentir dans Mad Max à quelques petits moments. Là, on a vraiment quelque chose d'autre et on a une maîtrise qui est claire, et ça s'est confirmé après avec même des films pour les enfants où là, il sait très très bien manier le conte avec l'écriture du premier Babe, la réalisation du second, les Happy Feet. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été complet très très vite et qui a maîtrisé extrêmement vite. Et c'est pas qu'avec ce film, alors c'est vraiment les petits jeunes qui découvrent Miller avec Mad Max Fury Road, oh là là, il y a œuvre de maîtrise. Non mais ça c'était bien œuvre de maturité, comme si les autres n'étaient pas matures. C'est pas parce qu'on fait des films pour les enfants qu'on est immature, enfin c'est ridicule. Voilà, moi, je tiens quand même à signaler que des fois il y a des mots qui sont utilisés dans des textes ou dans des critiques pour gonfler un petit peu le texte tellement les gens n'ont rien à dire sur le film. Alors je vais essayer de dire des choses sur le film, alors c'est difficile puisque moi je ne prends pas de notes pendant le visionnage du film par rapport à d'autres. J'essaye de ressentir un maximum et c'est en sortant que là j'essaye de mettre un petit peu mes idées en ordre. Alors comment on peut aborder un film pareil ? Je pense qu'on peut l'aborder avec une question très simple, une question qu'il faut souvent se poser après avoir vu un film. C'est quelle est sa promesse ? Et est-ce qu'on a senti que cette promesse a été tenue ? Je dirais que la première chose, et qui cerne complètement le film, c'est que c'est une histoire. Pas un concept, une histoire. Une histoire à voir
à écouter et à croire. Oui, littéralement, je pense que la notion de croyance dans des histoires est absolument primordiale quand on parle de Miller et aussi quand on parle de cette histoire-là. L'héroïne précise d'emblée dans le film, en voix off, je crois même avant qu'il y ait la moindre image que son histoire est vraie. On veut déjà conditionner le spectateur à croire à ce qu'on verra, presque comme si elle avait peur qu'on ne la croie pas. Sa vertu, c'est que c'est une histoire avec plusieurs côtés, plusieurs ouvertures. C'est une histoire qui est hybride entre une histoire philosophique, c'est une fable, c'est romantique, romanesque également. Il y a beaucoup de choses qui sont fournies dans le film. On ne peut pas imaginer qu'un film ne soit que quelque chose. Non, un film, c'est une multiplicité de points de vue, une multiplicité aussi d'éléments convoqués d'autres films ou d'autres types de films qui sont ensemble dans cette histoire-là. Ce film est structuré en 2 blocs entremêlés, une sorte de huis clos de discussion entre les 2 héros et une aventure fantastique avec des inventions visuelles, ou plutôt je devrais dire une utilisation de la grammaire cinématographique hors norme. Le film prend l'orientation d'un conte, non seulement par le « Il était une fois », qui nous est narré, il me semble, au début du film, mais aussi par l'utilisation de cartons de chapitrage d'un roman, avec bien sûr un chapitrage d'un roman fantastique, puisqu'il s'agissait de chapitrages qui concernaient littéralement le génie. Cette structure de récit, cette espèce d'hybridation entre histoire fantastique et histoire en chambre d'hôtel, elle se structure par un grand flashback. La personne qui nous narre l'histoire, Alitea, nous donne une histoire qui a déjà été vécue. Et en cela, on arrive à un point qui est très intéressant dans le film, c'est que nous avons des histoires dans les histoires. C'est un film à tiroir, et dans le tiroir, il y a un autre tiroir, et ainsi de suite. Et même quand ils discutent entre eux, Alitea et le génie, eh bien, pour avancer dans la conversation, ils inventent d'autres histoires pour amorcer un argument ou pour tout simplement narrer quelque chose qui les passionne. Nous connaissons, pour en avoir vécu probablement les mêmes instants, des digressions, comme dans toutes les histoires. On s'embarque dans la narration d'une histoire et on se rend compte, on en arrive à raconter l'histoire d'un autre personnage. C'est dans ce cas presque une tentative avec ce film de nous raconter une histoire sur notre capacité à raconter une histoire. Alitea raconte elle-même son histoire au génie, même à nous, spectateurs. Je ne sais plus à quel niveau, en fait, elle le raconte, à qui elle s'adresse. Mais de base, quand elle s'adresse au génie, elle s'adresse aussi à nous, spectateurs. Elle nous laisse entrevoir les fragments de sa vie. Elle nous le narre aussi, sous forme d'ellipse, sous forme, avec très très peu de détails, je devrais dire. Alors que le génie, lui, nous offre sa vision, sa version de l'histoire, bien sûr, mais son histoire avec beaucoup de détails, puisque nous rentrons dans le flashback du génie. Alors que pour Alitea, ce n'est pas le cas, ce qui donne, dans l'identification qu'on a pour Alitea, quelqu'un d'un petit peu plus réservé, d'un petit peu plus froid, d'un petit peu plus sur la défensive, alors que le génie nous paraît beaucoup plus, agressif, c'est-à-dire pas provocateur, mais qui va vers, voilà, je devrais plutôt le formuler comme ça, qui va vers Alitea pour la convaincre, bien sûr, de faire ses vœux. Il doit mouiller le maillot, donc il doit raconter l'histoire avec beaucoup de passion. Et cette passion, à un moment, il y a quelque chose qui est très flagrant sur la passion du génie à raconter les histoires. Je vous en reparlerai un petit peu après. Nous sommes encore une fois sur une histoire de croyance, croire dans la passion de l'histoire. Cette histoire, ce grand flashback nous est raconté par la personne qui doit être elle-même convaincue de l'histoire des autres et qui doit croire. Donc le flashback, c'est raconté par quelqu'un qui a été convaincu par l'histoire. Et en cela, ça nous donne une impression, pas de douceur, mais que les conflits sont déjà résolus. Et que cette fable
même s'il va y avoir des conflits, on n'a absolument rien à craindre sur le devenir, sur la finalité de cette histoire. Donc nous avons une structure déjà très complexe qui travaille le spectateur, parce que tout ça, tous ces flashbacks et ces positions de domination par rapport à qui donne les informations à qui, eh bien ça génère déjà un trafic des émotions chez le spectateur. Et c'est en cela aussi que Miller a une très bonne science de conte, parce qu'il faut être assuré de ces scènes, de ces dialogues, de ce qu'on va raconter pour créer une structure aussi ambitieuse. Il faut croire donc à ces histoires qu'on raconte. Et ça revient à cette espèce de fantôme. On ne sait pas trop ce que c'est dans le film, mais j'aime à croire qu'il n'est pas là par hasard. Cette espèce de fantôme de la fiction qui vient lui hurler « foutaise !» quand elle dit en conférence que la science explique désormais le monde comme les légendes les expliquaient dans le temps. Je crois que c'est quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement de la formulation. Dans un sens, ce que veut nous dire Miller, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, il y a une défiance du romanesque. Et il est clair qu'on le voit dans les productions, on va dire les productions à grand spectacle hollywoodiennes. Il y a une vraie défiance du romanesque. Là où nous voyons, par exemple, dans les productions d'Inde, de Bollywood et toutes les variations, où là, il y a un vrai amour du romanesque, quitte à en être ridicule. À nos yeux, bien entendu. Donc il y a une confrontation de l'histoire et de la mythologie. Elle essaye de défendre son point de vue en citant des livres, de la musique, je crois, avec Handel pour prouver quelque chose sur la reine Saba. Et le djinn qui lui répond « Madame, j'étais là !» tu peux dire tout ce que tu veux, mais j'étais là, je sais comment ça s'est passé. Vous savez, il y a ce rapport entre la science ou sciences humaines et l'histoire. Vous avez déjà entendu des gens se poser des questions scientifiques sur les histoires de la Bible. Et ça permet de mettre en valeur les histoires de la Bible, au final, et même les histoires tout court, des traits de notre humanité, en tirer un sens. Et Miller, lui, il porte avec son histoire toujours un questionnement. Questionner les évidences d'un récit et pourquoi on le raconte. Pourquoi nous racontons des histoires. Des histoires, on les raconte parce qu'elles ont un but. Elles permettent d'apaiser, parce qu'elles permettent de comprendre notre monde. Il y a ce moment que je trouve probablement un des moments qui m'a le plus touché. C'est ce moment où il y a le sultan qui tue un grand nombre de conteurs du pays. Et qui n'est pas rassasié, qui n'est pas diverti. Il y a quelque chose qui le frustre énormément et il tue des conteurs, il tue des raconteurs d'histoires, jusqu'à en rencontrer un qui le fascine et qui l'emporte avec lui et qui bien sûr lui permet de s'assagir. Et il redevient un enfant qui écoute les histoires de son père. Ils échangent les places. Lui qui était avant sur le trône, eh bien, il est entailleur devant le conteur qui lui a pris la place du sultan sur le trône. Et en devient maintenant une sorte de grand Père Noël à la barbe blanche qui lui raconte des histoires et lui qui est complètement fasciné. Et le rapport justement de domination s'inverse, mais il ne s'inverse pas au profit d'une sorte de domination tyrannique de la part du conteur. Non, c'est une domination intellectuelle et émotionnelle. Et les deux en profitent parce que je crois que le conteur lui-même n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi croyant qui a cru à toutes ces histoires. Et en cela, croire aux histoires, croire à ce qu'elles peuvent apporter, c'est avoir une sorte de foi innocente, assez précieuse à garder, pour permettre de rêver, puisque Miller disait que aller au cinéma, c'est participer à un rêve public, a public dream, trouver un sens aux histoires, mais pas forcément une morale, mais un sens, parce que tout est allégorie, on peut en faire beaucoup d'interprétations, ne serait-ce que pour les films, nous le savons tous ici, même excessives. Miller, dans l'interview dont je vous parlais, revient sur un exemple qu'il avait plusieurs fois cité, je l'avais déjà entendu cet exemple quelque part, pour Babe. Le cochon sépare un moment dans le film les poules en deux groupes, les blanches et les brunes. Le fermier il se rend compte que peut-être que Babe peut l'aider pour les moutons. Eh bien les critiques, quand ils ont vu cette scène, ils étaient convaincus que ça illustrait l'apartheid, alors qu'il n'en a jamais été question. Mais pour eux, c'était évident.
presque il forçait Miller à l'avouer. C'est absolument ridicule. Mais voilà. Est-ce que ça en devient une démarche trop intellectuelle? Miller revient aussi sur cette notion en interview avec vraiment 2-3 éléments très très percutants. Il dit que non, parce que nos réponses, nos observations qui amènent après un développement intellectuel sont intuitives. Celles qui nous amènent à penser que c'est trop intellectuel, parce qu'on remarque des choses. Mais on remarque des choses par intuition. Et c'est la même chose quand on crée. On le fait souvent par intuition. Moi, je l'ai vu quand j'ai fait ce mash-up là d'Eimer que vous avez sur la chaîne. On est persuadé que ça doit être fait comme ça et pas autrement. Et ça, c'est de l'intuition. Et l'intuition ne doit pas être envahie par l'intellect. C'est la même chose pour la réception d'une œuvre. Et de même que pour la création, l'intellect peut donner des informations et peut confirmer une intuition qu'on avait au départ. Et souvent une intuition qui est, maître mot, et la réception intellectuelle confirme ce que la personne sentait, sans avoir forcément intellectualisé le propos. Mais elle le sentait que ça devait être comme ça, et l'intellect confirme ça a posteriori. Et en ce qui concerne l'histoire, on peut l'aborder sous bien des manières, sous bien des facettes. Aborder le point de vue narratif, mais aussi esthétique. Le point de vue narratif, et là tout dépend de l'intellect qu'on veut bien mettre dedans, mais l'intelligence qu'on veut bien mettre dedans. Mais d'un point de vue narratif, ce serait de savoir qui sait quoi, et nous, spectateurs, on sait quoi par rapport à qui. On sait ce que c'est ou ce qu'a vu le génie, par exemple. Alors qu'on ne sait pas, ou très peu, ce qu'a vu Alitéa, puisqu'elle nous narre pas son passé. Mais on partage certaines de ses visions, notamment à la conférence, avec ce fantôme de la fiction. Et en même temps, on partage le point de vue, d'un point de vue littéralement esthétique. Des plans en vue subjective, avec différentes déformations, pour nous évoquer différentes vues, différentes visions. Le film a donc beaucoup de couches, ça dépend à quel niveau on veut se restreindre. Et je dirais que peut-être ce qui manque, c'est l'acte à Londres, qui crée de nouvelles dynamiques du récit, vis-à-vis d'une nouvelle technologie, vis-à-vis du rapport de couple, et vis-à-vis aussi du destin du génie. L'imaginaire et le réel se confrontent encore plus à Londres, je trouve. Ce qui m'a gêné, c'est que c'était un petit peu rushé, un petit peu rapide. On sent que ça aurait pu être plus ample. Je dis pas plus ample avec des grandes scènes et tout ça, mais qu'il y avait plus à narrer. Il y avait plus de petits, détails, des petites saveurs, de l'interaction avec l'environnement londonien qui aurait pu être plus poussé. Mais ça, ce n'est que une petite frustration personnelle. Il ne s'agit pas d'un défaut objectif de scénario. C'est juste que j'ai l'impression que l'acte est déséquilibré par rapport aux deux autres, si on devait parler de troisième acte. Le temps passé à Londres, qui me semble être une vraie nouvelle dynamique de récit et d'interaction entre les personnages, prend moins de temps que le reste. Et ça me donne une impression de frustration vis-à-vis des thèmes qui auraient pu être abordés. Je devrais le formuler comme ça. Alitéa, c'est une narratologiste. Elle juge, elle travaille les structures des récits. Mais elle veut croire aussi au pouvoir des histoires. Il ne s'agit pas seulement de décortiquer la parole d'autrui, les histoires prononcées, mais aussi de chercher vers quoi nos histoires tendent dans un sens. C'est une quête. Et Tilda Swinton continue aussi l'optique d'une quête presque impossible qu'elle avait laissée avec Memoria, le récent film de Apichatpong Weerasethakul. Elle va décortiquer les histoires des autres et presque en oublier sa propre histoire. Avec ce génie, elle va l'écouter et y agir pour elle-même, pour créer une partie de son histoire. Le film passe beaucoup de temps dans les flashbacks du génie. Puis en dernier temps, nous sommes toujours en flashback du côté d'Alitéa, à Londres, avec le génie. Nous basculons donc de l'histoire du génie à l'histoire d'Alitéa. C'est en cela que je vous disais qu'il y avait deux gros blocs. Alitéa est pragmatique, ancré dans le concret. Il est clair que
Elle n'est pas du côté de la fiction, elle attend d'être convaincue. Comme le spectateur, elle jugera, et nous jugerons aussi, et on se perdra au final comme elle dans le champ immense de la fiction. C'est aussi souffrir de ces nombreuses fausses promesses et même réponses. Le génie lui-même le sait, et en joue d'ailleurs, sans être trop manipulateur. Il lui vend la possibilité de faire des vœux, comme une sorte de commerçant. « Vous avez bien des désirs », rappelle-t-il souvent. Le génie va lui raconter des histoires, donc. Et comme je vous le disais avant, il vit passionnément ses récits, parce que ce sont des récits émotionnels. Ce génie a aimé des personnages qu'il raconte. Il le dit à un moment, il narre sa passion en disant, et nous l'entendons dans la bande-annonce, « Make a wish, save yourself ». Et il le dit à moitié dans l'histoire qu'il raconte, dans son flashback, mais à moitié aussi dans l'hôtel, l'un et l'autre. Ce qui le rend un peu ridicule dans un sens, mais dans le sens aussi où il nous fait une transition de partage. Ça nous donne aussi le recul de le sentir passionné. Et ça nous engage également dans la fiction, parce que nous adorons la passion en tant qu'être vivant. Nous savons que entendre une histoire, c'est aussi un peu plus connaître la personne en face, la façon dont la personne raconte le récit. Il y a une différence d'ailleurs entre les deux personnes dans leur façon de raconter les histoires. Ça en dit long sur la personnalité. Raconte-moi une histoire et je te dirai qui tu es. Parce que quand on raconte une histoire, on y met nos doutes, nos angoisses, nos joies dans la façon dont on les raconte. Alitéa est plutôt succincte et le génie va narrer des choses dans détail. Et du coup, le génie doit rivaliser d'ingéniosité pour se confronter à quelqu'un qui ne désire pas plus dans un monde dévoré par l'avarice. Et ensemble, ils posent un questionnement de l'histoire que je n'ai pas souvent entendu. Peut-être que je n'ai pas regardé les bons films. Le seul qui me vient instantanément, ce serait Life of Pi, mais qui était quand même assez minable, faut bien dire, cette espèce de choix médiocre à la fin où on a passé 1h30 à nous raconter une version et la deuxième version est résumée en quelques secondes et après on nous demande de faire un choix. Ça, c'est pas un choix, en fait, c'est même pas, on peut même pas considérer que c'est un choix. Ça aurait été un choix si on avait passé la moitié du film avec le tigre et l'autre moitié du film avec Depardieu dans le bateau. Hein, et là, on aurait eu un vrai choix. Mais là, ce n'est pas un choix. Mais c'est une dynamique d'histoire où on questionne le récit qui est de la même façon, mais qui est clairement moins ingénieux. Ça, c'était une petite pique pour Life of Pi, parce que ce film, il me saoule un peu. le tigre, il est très bien fait, ça je lui laisse. Mais bon, tout ce qui est la dynamique du récit fantastique vis-à-vis du récit réel et tout ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui n'est pas à faire. Il y a donc un conflit un peu... je dis ça vulgairement, mais un conflit intellectuel. L'un souhaite que l'autre fasse un vœu et elle ne souhaite pas parce qu'elle sait que ça peut mal se passer. Et elle évoque l'histoire, une histoire que j'avais déjà entendu parler il y a très longtemps, mais j'étais content de la redécouvrir, l'histoire des 3 amis. Il y a le premier qui fait je crois le vœu d'avoir des enfants, le deuxième d'avoir une femme, et ils s'en vont du coup, parce qu'ils ont eu leur vœu, et le troisième qui est tout seul, il souhaite avoir ses amis. Voilà, donc forcément, il y a une dynamique après de frustration qui amène à des vœux qui ne se passent jamais bien. Et chez Miller, et je crois que ça c'est aussi une dynamique de personnage, chez Miller, le djinn n'est pas un menteur. Il n'est pas totalement un manipulateur. Il force la confection de souhaits, c'est vraiment différent, mais attend un vrai désir. On n'est pas dans une optique avec de ces génies, vous savez, qui s'amusent avec des jeux de mots des humains. Comme dans un épisode de Extreme Ghostbusters, alors ça c'est une vieille série animée, fin 90 je dirais, où il y avait un épisode qui s'appelle Meilleurs vœux, avec un fantôme génie qui prenait littéralement les gens au mot. Donc quand il y a un mec qui dit « je veux avoir la tête de l'autre gars que vous y avez en face parce que c'est un beau gosse », eh bien le génie dit « ok », et il y a une deuxième tête qui va pousser à côté de la première avec la tête du beau gosse. Voilà, ce qui est absolument affreux. Voilà, ou un mec qui dit à un moment « je vais être plein de pognon », et le mec il dit « ok, vœu exaucé », et le mec se transforme en
une montagne de liesses de billets qui bien sûr se désintègre parce que l'homme n'est plus un humain, c'est juste plein de billets verts qui se sont accumulés pour former une vague silhouette humaine. Voilà, donc et bien sûr à la fin, alors ça à la fin c'est trop bien parce que bien sûr les Ghostbusters se confrontent au génie qui essaie de leur tendre un piège en leur proposant de faire un vœu, et il y en a un, je crois que c'est soit c'est Gareth, soit c'est Eduardo. Alors, les noms, ceux qui ont vu Extreme Ghostbusters, ils voient très bien de quoi je veux parler, mais je crois que c'est Eduardo, parce qu'à un moment, Eduardo, il souhaitait que Kylie soit un peu plus proche de lui, et à un moment il souhaite un truc, je veux avoir la même proximité qu'elle a avec son chat, et du coup Eduardo devient un chat. Voilà, ça me commence à me revenir, et à un moment à la fin, bien, pour déjouer ce génie, eh bien il y a Eduardo qui arrive à trouver une formulation qui est terrible en fait pour un génie, c'est « je souhaite que vous n'exauciez pas mon vœu ». Et là le génie il bug parce que ça crée une sorte de paradoxe qui court-circuite en quelque sorte la forme du génie, et il en dévoile après le démon derrière le génie. Voilà, pour ceux qui veulent développer l'idée des vœux et des génies dans les fictions, voilà, l'épisode d'Extreme Ghostbusters Meilleurs vœux, voilà, c'est une des variantes qui est une variante sombre, bien sûr. Ici, nous sommes plutôt sur un génie bienveillant, puisque c'est un génie qui veut essayer de comprendre les véritables désirs des humains qui sont ses maîtres, et veut s'assurer que ce désir est le bon. Donc c'est un génie qui est quand même sacrément bienveillant, et on n'est pas du tout sur une dynamique de récit. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça permet de rebattre les cartes de les relations entre le génie et le possesseur. C'est vraiment autre chose que Aladdin de Disney. On est sur là, le génie veut bien s'assurer que le souhait n'est pas une lubie, mais un véritable souhait. Et là, Idris Elba fait formidablement bien le travail, en plus avec sa voix qui commence comme une voix caverneuse et qui peu à peu s'adoucit. Il commence gigantesque, il est même toujours beaucoup plus grand, mais il peut moduler sa taille. Il a des yeux aussi, un beau travail de regard sur le regard qu'il a quand il parle avec les gens. À un moment, il doit sauver quelqu'un qu'il aime, et il est dans un couloir tout sombre et il a un regard formidable. Il apprend aussi, il écoute très attentivement. La relation est vraiment intéressante parce que je n'avais pas vu Elba comme ça avant. Je l'avais vu dans des trucs d'action, des machins Marvel où il joue un espèce de gardien en s'en tape, quoi. Ou les Suicide Squad, enfin vraiment des trucs où 0 sur 20, quoi. Pour moi, c'est acteur random, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est triste quand même de se dire ça. Je l'avais vu aussi dans La Tour Sombre, là, le truc de Stephen King. Bon, c'était pas... voilà, bon, moi je suis noir, je suis bien baraqué, et je fous des tatanes. Bon, c'est pas génial, quoi. Vous comprenez bien qu'on attend un peu autre chose d'un acteur. Lui-même, il attend autre chose de lui-même. Et là, on lui donne un rôle de sensibilité théâtrale aussi par moment. Et là, on se rend compte qu'il y a du talent derrière. Mais quand on voit pas mal de productions avant, j'ai pas vu les bonnes. Alors ça, j'en suis sûr, malheureusement. Mais... voilà, on voit qu'il y a quand même un travail formidable, et avec l'interaction et les dialogues écrits, c'est vraiment très chouette. Et on se passionne de voir ce tracé de destin. Le destin du génie, c'est une ligne droite. Alors que le destin d'Alitea, qui est une humaine, c'est pas forcément très clair. C'est un destin qui est incertain. Ce sont deux êtres qui se sont fait une raison de leur destin, en confrontant leurs fragilités respectives, et croire dans les récits des autres, croire en l'autre à travers les récits, croire en ce qu'ils peuvent nous apporter, l'autre mais aussi les récits. Et donc ce sont les récits qui font tenir le monde et qui le déplacent. C'est peut-être un peu rapide de faire ce parallèle, mais comme les particules du génie qui permettent de se former et de se déformer. Le génie peu à peu perd ses particules, se désintègre car les émissions d'histoire et de paroles par ondes des satellites le perturbent quand il est à Londres. On pourrait dire qu'il reçoit trop d'informations, trop d'histoires. Certaines, bien sûr, ne sont pas du tout importantes. Il le partage à un moment à Alitea. Nous sommes dans un rythme d'information trop important pour pouvoir tout bien traiter et prendre les bonnes décisions. Et c'en est littéralement la conséquence que nous parlons même plus comme nous devrions parler d'histoire, comme nous devrions parler tout court. Il en résulte la façon dont Miller a présenté Les Voisines.
qui parlent comme les films de Mad Max, c'est-à-dire qu'elles complètent leurs phrases respectives. Elles ne forment même plus individuellement des phrases complètes. Elles se répondent, comme si ce n'était qu'un seul être, en plus de dire des choses pas très sympas sur les occupations d'Alitea. Pour Elba, le film feels mythical and magical. C'est un film qui sent en effet une sorte de magie, mais pas une opulence de magie. Ce n'est pas un film anti-divertissement, ou anti-je ne sais quoi. Miller disait que c'était anti-Mad Max, que c'était un anti-Mad Max Fury Road, mais quand on lit une interview, c'est juste un jeu de mots, ça n'a rien de plus que ça, c'est juste qu'il y a plus de mots, littéralement. Il le dit en interview, c'est juste parce que les gens bavardent plus, hein. C'est tout, mais on parle aussi de récits, comme dans Mad Max. J'avais trouvé cette formulation grandiose intime. Et c'est vrai que dans cette optique, nous sommes dans du grandiose, mais qui est enfermé dans cette fiction narrée en hôtel. Ça donne une théâtralité, bien sûr, l'hôtel, mais pour autant, ce n'est pas juste un dialogue bête. Il y a un chant contre chant qui est travaillé. Nous avons le chant du côté d'Alitea, où nous avons des livres, un ordinateur, comme fond de plan, ce qui suggère la connaissance. Du côté du génie, nous avons de la lumière, et la tête de Lee évoque un décor des Mille et une nuits. Ça nous évoque le soleil, les histoires des Mille et une nuits, pour le coup. Et je me suis même retrouvé, et je n'étais pas le seul, mais Ray, je l'avais senti aussi, à me rappeler The Fall de Tarsem Singh, ou Singh, je sais pas comment on le prononce. Mais donc le mec qui avait fait The Cell et The Fall, alors là, je pense que ça se verra beaucoup pour les gens qui connaissent The Fall, avec quelqu'un qui raconte des histoires aussi, à une petite fille, alors qu'il est à l'hôpital, il me semble que ça. Et bien sûr, la fièvre va le faire délirer, et les images sont absolument incroyables. Et nous sommes, alors pas dans une même dynamique de récit, mais il y a aussi une idée de croire dans les histoires. C'est un peu autre chose que Durandal qui dit « Ouais, je croyais qu'on allait être dans Gods of Egypt. Pitié. » Mais bon, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, bien sûr. Le rythme... j'ai envie de dire, le rythme n'est pas lent, c'est juste qu'on travaille une dynamique de dialogue qui est savoureuse quand on aime les histoires, qui est savoureuse quand on aime les génies, ce qu'ils peuvent nous offrir. Et tout d'un coup, un génie qui doit plaider pour sa cause, alors que dans beaucoup de fictions, on fait un souhait et on se pose pas trop de questions, et bien là, tout d'un coup, ça devient quelque chose d'inédit, à suivre, à déguster. D'autant plus que le travail de montage est quand même... assez important, parsemé de petites provocations au langage classique, avec des fondus au noir, régulièrement, alors que c'est quelque chose qui a quand même tendance à disparaître, qui plus est au milieu d'un récit. Souvent on peut le faire à la fin, mais au milieu d'un récit c'est pas courant. Il y a en même temps une espèce de fluidité liquide, une notion qui avait été évoquée dans la vidéo d'écran large, comme de l'encre qui écrit sur une page blanche le parcours du héros. C'est une œuvre de détail, à l'image au son, dans les transitions sonores, entre, je crois, un moment des gens applaudissent et on passe à une autre scène avec une transition sonore avec quelqu'un qui fait tourner un petit objet, je sais pas ce que c'est de la crécelle, je sais plus. Et ça fait une transition sonore, les transitions visuelles au début du film avec l'avion. Ça c'est une transition que tout le monde a retenu cette transition parce qu'elle est aussi dans la bande-annonce, il me semble. Mais il y a des ellipses. Les transitions sont travaillées et les effets visuels sont là aussi. Le travail sur les particules du génie, qui se forment, se déforment, sur les effets de déformation des plans en vue subjective. Il y a beaucoup de choses. C'est très lourd et un peu riche, un peu trop riche pour un premier visionnage. Il faut être attentif. Peut-être le point qui me déçoit le plus, c'est la musique. Discrète, très bien, mais par moments on entend un peu trop le style de Hockenborg. Peut-être... trop par rapport à Mad Max Fury Road. Dans ses utilisations de violon, ceux qui connaissent la musique de Fury Road, vous savez très bien qu'il y a des morceaux au violon vers la fin de la tracklist, et j'avais vraiment l'impression d'écouter ça presque texto dans cette musique de 3000 ans à t'attendre. Je n'ai pas envie de croire qu'il est limité, mais le rapport entre les deux BO me semble un petit peu trop proche. Peut-être que c'est voulu. Peut-être qu'il a senti que ces thèmes de violon étaient sous-utilisés dans Mad Max, il a décidé de retrouver une dynamique très semblable pour mieux les poser dans ce récit. En conclusion, est-ce que le film laisserait les spectateurs sur la touche ?
Non, le film se termine totalement, mais peut-être que nous n'avons plus l'habitude de voir des fables qui se terminent comme ça, et qui se terminent réellement, mais qui se terminent sur une ouverture, l'ouverture d'aventures possibles pour ces deux héros, sans que ce soit une suite annoncée. Vous voyez ce que je veux dire? Ces aventures-là, ce sera à vous de les imaginer, nous ne les ferons pas. J'en ressors pas tétanisé, parce que vraiment, bon, le film, je trouve, n'est pas tétanisant. Il y a une envie de revoir, de recomposer l'histoire et ses tiroirs. Et en cela, le film, il est riche, pour le coup. Je lui mets un 16 sur 20, mais vraiment bien mérité. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent encore, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas plus haut. Je l'ai plus apprécié, je devrais dire, pour son propos sur la fiction, que pour le film même. Et en cela, bien sûr, c'est le problème d'un seul visionnage, d'un visionnage de découverte, c'est une critique qui est très incomplète, un peu frustrante, mais qui donne, et qui j'espère vous donnera envie de revoir ce film. J'ai terminé cette critique, j'espère que ça vous aura plu, un retour sur ce film qui semble-t-il est déjà déprogrammé des cinémas. Il ne sera pas déprogrammé de mon cœur. Mais bien sûr, vous pourrez le voir de façon légale, illégale, comme vous voulez, mais il faut, je pense, continuer à voir les films de George Miller, c'est quelqu'un qui a des choses à nous dire. J'espère que ce retour vous aura plu, j'espère que tout se passe bien pour vous pour la rentrée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne semaine, et à très bientôt, je vous le rappelle, le 28 septembre prochain, on fêtera les 10 ans de la chaîne avec un live à la Comic Con, parce qu'il y aura des annonces. Je dis ça comme ça en fin de vidéo, mais le 28 septembre, je vous inviterai à être fortement présent le soir. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!